À l'instar de ce qu'on peut trouver dans la vie privée, où tout le monde like sur Facebook ou sur Twitter n'importe quel avis qui est prononcé, là l'idée c'est, et notamment sur la base de formulations individuelles de la part des collaborateurs ou des citoyens, là l'idée c'est d'arriver en fait à avoir des approches qui sont centrées sur ce que veut déclarer individuellement chacun des collaborateurs. Donc c'est au collaborateur de déclarer ce qu'il a envie de déclarer, de partager. C'est lui qui va avoir la maîtrise de ce qu'il souhaite partager auprès de la fonction RH, auprès de ses managers, mais aussi auprès de ses pairs. L'idée, c'est d'arriver à capter ses compétences tout au fil de l'eau, et puis surtout d'alimenter de manière dynamique des référentiels qui s'alimentent sur la base de ces différentes inputs. Ce qui est intéressant, c'est de connaître aussi les compétences que le collaborateur détient de manière intrinsèque, au-delà du poste qu'il occupe. Il y a tout un tas de compétences cachées aujourd'hui, en fait, qui sont intéressantes pour les entreprises, mais que les entreprises ne connaissent pas. Mais surtout, c'est au bénéfice du manager et aussi du collaborateur. C'est lui qui va potentiellement renforcer son rôle d'acteur de gestion de sa propre carrière, parce que c'est lui qui va afficher et qui va déclarer ses propres compétences. Donc c'est à lui, finalement, de choisir la manière dont il a envie d'afficher ses compétences et donc d'orienter potentiellement sa carrière dans la durée. Et donc ces modèles prédictifs de compétences vont pouvoir, à terme, permettre aux entreprises de fournir des services RH qui sont de plus en plus personnalisés. On a travaillé chez un de nos clients sur un outil de géolocalisation de compétences, dont l'objectif était de pouvoir identifier des compétences dormantes possédées par les collaborateurs que l'entreprise ne connaissait pas et qui pourtant étaient nécessaires par rapport à des nouvelles orientations stratégiques de l'entreprise. Et donc l'idée était de capter ces compétences dormantes par le biais d'un questionnaire. Et donc les collaborateurs ont répondu de manière volontaire et autonome à ce questionnaire. Et ce questionnaire a permis d'identifier les niveaux de maîtrise des compétences par rapport à une thématique donnée, mais aussi l'appétence du collaborateur par rapport à cette thématique. Et en restitution, on a pu positionner sur une carte de type Google Maps, finalement, où étaient positionnées, où étaient géolocalisées les personnes qui avaient déclaré tel type de compétences. Et ça, pour faire cette opération, on a mis quelques mois, alors qu'historiquement, on aurait mis peut-être plusieurs années pour capter ces compétences, on va dire, dormantes, et qui pourtant étaient stratégiques pour l'organisation en question. Et puis récemment, j'ai rencontré une autre entreprise qui voulait utiliser cette logique de déclaration de compétences, notamment pour capter des compétences qui étaient plus de l'ordre personnel. Donc c'était des compétences en fait, que les personnes n'avaient pas l'habitude d'exercer dans leur environnement professionnel. Donc c'est des compétences potentiellement de cuisinier, de chanteur, de musicien, de graphiste, quelqu'un qui a des talents en, fait, en dessin. Et l'idée était de dire comment je peux valoriser finalement ce savoir-faire informel pour potentiellement contribuer à des projets internes dans l'entreprise. Si besoin est, j'ai un nouveau projet, je veux créer une charte graphique, et ben pourquoi ne pas faire appel à quelqu'un qui a des vrais talents de conception graphique en interne. Et cette entreprise considérait que c'était un vrai levier de motivation et d'engagement des collaborateurs parce que je valorisais finalement des compétences qui n'étaient pas forcément aujourd'hui suffisamment utilisées au sein de l'entreprise. Autre tendance du moment, autre cas d'usage, c'est tout ce qui relève du matching de compétences. Là l'objectif, c'est bien de répondre à des besoins de mobilité. Et là, on demande aux collaborateurs de déclarer ces compétences pour pouvoir pourvoir des postes. Et donc l'idée, c'est d'arriver à faire du matching entre les compétences des postes à pourvoir et puis ce que les collaborateurs ont pu déclarer. Et surtout, commencer à pousser des postes de manière anticipée, de manière proactive, aux collaborateurs qui auraient des compétences similaires aux postes à pourvoir. Et c'est là où on change le paradigme en fait, des approches traditionnelles de mobilité, où c'est là où on va pousser des offres en termes de pourvoi à des personnes qui potentiellement n'auraient pas eu l'idée d'aller postuler pour certains postes qui seraient ouverts par ailleurs dans l'entreprise. Maintenant, il y a un sujet qui va arriver qu'on n'a pas encore abordé, qui est le sujet de GDPR, qui va être l'obligation européenne en fait, qui va être en vigueur dès l'année prochaine, donc en avril 2018, et qui va être obligé les entreprises à gérer le droit à l'oubli de la donnée numérique, parce que ça veut dire qu'il va falloir qu'on gère le droit à l'oubli, le droit en fait, aux collaborateurs en fait, de supprimer des données qui le concernent, au-delà de ce qu'il a pu déclarer par ailleurs ou ce qu'on a pu renseigner sur lui par tout un tas de systèmes d'information existants ou à venir. Mais on ne touche pas à ce qui a été déclaré par le collaborateur, et ça c'est un principe qui est extrêmement important. On voit des systèmes SIRH qui commencent à être de plus en plus structurés et qui sont pas mal aujourd'hui bousculés par toutes les startups qui arrivent en fait, et qui ont des usages un peu disruptifs et qui sont très innovants en fait, dans la manière de traiter des sujets RH, donc comme les compétences qui est notre sujet du matin, mais aussi d'autres sujets. Nous, on a une vision qui est assez claire sur l'impact de ces nouvelles technologies, c'est que je suis convaincu que la fonction RH, elle doit se réinventer par rapport à ces nouvelles approches. Il y a un risque qu'on qualifie d'ubérisation de la fonction RH, étant donné que vous avez des acteurs externes du type LinkedIn, des Glassdoor, etc., qui prennent en gros une partie de l'activité traditionnelle de la fonction RH. Vous avez des modèles un peu en rupture avec les startups en fait, qui apportent des services un peu différenciants.
Et je pense que la fonction RH, elle doit apprendre en fait à utiliser ces nouveaux services, utiliser ces nouvelles technologies pour pouvoir intégrer la valeur ajoutée que ces nouvelles technologies peuvent leur apporter, mais surtout pour qu'elle, elle puisse se repositionner dans un accompagnement centré sur les individus et la connaissance intime des collaborateurs de l'entreprise. Merci, à bientôt, au revoir.